Un animateur de télévision populaire qui a failli perdre sa tête en direct. 2 tueurs en série se cachant dans un bunker secret. Une course en direct qui laissera plusieurs morts. J'ai trouvé certaines des choses les plus perturbantes capturées par une caméra et pourquoi elles n'ont jamais été revues. Voici l'iceberg des Lost Media les plus perturbants. Niveau 1. Incident du canyon de Blue John. Le canyon de Blue John est un canyon étroit isolé dans l'Utah, aux États-Unis. Son paysage époustouflant et ses passages étroits en ont fait un rêve devenu réalité pour les explorateurs de plein air. Mais le 26 avril 2003, ce rêve est devenu le cauchemar d'Aaron Ralston. Alors qu'Aaron faisait du canyoning à Blue John, il a délogé un rocher suspendu. Le rocher de 360 kg a écrasé sa main gauche, puis a broyé sa main droite contre la paroi du canyon, le piégeant. Tout ce qu'il avait, c'était son équipement d'escalade. 2 burritos, moins d'1 litre d'eau et un canif bon marché. Au cours des 4 jours suivants, Aaron a épuisé ses maigres provisions et a fait des enregistrements sur ce qu'il fallait faire ensuite. Le 5e jour, il s'est résolu à boire son urine. S'attendant à mourir, Aaron a gravé son nom dans la paroi du canyon et a enregistré ses derniers adieux à sa famille sur vidéo. Aaron Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Mais au matin, Aaron s'est réveillé avec une nouvelle détermination à survivre. Par la seule force de sa volonté, il a cassé son propre bras et l'a coupé en utilisant son canif et une pince. 127 heures après avoir été piégé, Aaron était libre, bien qu'il lui manquait un bras. L'histoire de l'évasion incroyable d'Aaron a fait sensation dans les médias. Elle a depuis été adaptée en film. Un témoignage sensationnel de la résilience d'un homme. Il a ensuite téléchargé 20 secondes de l'une de ses vidéos d'adieu. Mais seuls ses proches amis et sa famille ont été autorisés à voir l'intégralité avant qu'il ne la déplace dans un coffre-fort de banque. Image de la mort de Brandon Lee. Brandon Lee était le fils de la légende des arts martiaux, Bruce Lee. Il a commencé à jouer en 1985 à l'âge de 21 ans. 5 ans plus tard, il a décroché son rôle phare en jouant le personnage principal dans un blockbuster d'action palpitant appelé The Crow, quand le désastre a frappé. Le 31 mars 1993, Brandon tournait une scène où son personnage se faisait tirer dessus. Quand la fumée s'est dissipée, Brandon Lee était au sol. 6 heures plus tard, il était mort. D'une manière ou d'une autre, le pistolet factice s'est enrayé et a tiré une balle factice dans l'abdomen de Brandon. La scène où Brandon est mort aurait été détruite à l'insistance du réalisateur. Cependant, certains caméramans affirment le contraire, l'un prétend même posséder une copie des images de la mort. Mais ces images n'ont jamais été diffusées ni vues par personne. Robot Wars. Jeremy Clarkson est surtout connu comme présentateur de l'émission automobile de la BBC Top Gear. Mais son temps sur cette émission aurait pu être écourté. Littéralement, dans l'une des scènes les plus choquantes d'une autre émission appelée Robot Wars. Robot Wars était une série télévisée britannique de combats de robots où des robots télécommandés se battaient dans une arène. Elle a débuté en 1998 et Jeremy Clarkson était le présentateur des premières séries. Son temps là-bas a été court, mais très mémorable grâce à un incident choquant. Le 2e jour de tournage, le robot perdant était déchiqueté par l'un des robots de la maison appelé de manière ironique Dead Metal. Alors que Dead Metal découpait son adversaire, une lame métallique circulaire s'est détachée et a volé à travers la pièce à 320 km/h. Elle a manqué le cuir chevelu de Clarkson de 5 cm et a fini encastrée dans un mur en béton solide.
Bien que l'incident ait été enregistré, aucune image ni aucune séquence de l'incident n'ont jamais été publiquement diffusées. Elle pourrait encore rôder quelque part dans les archives de la BBC. Niveau 2. I Feel Fantastic. I Feel Fantastic, loin de ce que le nom implique, est l'une des vidéos les plus effrayantes à avoir jamais fait surface sur internet. La vidéo mystérieuse a été téléchargée en 2009 et présente une étrange femme appelée Tara, chantant une chanson. Tout dans la vidéo était dérangeant. Mais la partie la plus effrayante était un étrange panoramique vers un champ juste avant la fin de la vidéo. La vidéo mystérieuse a suscité ses propres théories du complot. Tara était soit un tueur en série, soit créé par un tueur en série. Les vêtements qu'elle portait étaient pour ses victimes. Le plan près de la fin était le lieu d'inhumation de ses victimes. En réalité, Tara était un robot animatronique créé par un homme mystérieux nommé John Bergeron. Tara n'était pas le seul androïde qu'il avait fabriqué. Il y avait Robot, Annette et Valérie. En 2003, il a commencé à publier des vidéos de Tara chantant. Le plan était qu'elle fasse des apparitions en direct. Mais le talent musical de Tara était plus horreur qu'oiseau-chanteur. Alors, John s'est résolu à vendre des clips musicaux de Tara chantant sur DVD pour $11. Rien d'autre n'est connu sur ce créateur énigmatique. La dernière fois qu'il a parlé de ses robots remonte à 2009. Mais la légende de Tara continue de marquer une nouvelle génération de YouTubers. Sextape de Led Zeppelin. Avec 8 albums numéro 1 consécutifs au Royaume-Uni et 6 albums numéro 1 aux États-Unis, Led Zeppelin est l'un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps. Comme beaucoup de groupes, Led Zeppelin avait sa part de groupies. Quand ces groupies se mélangeaient à leurs fêtes folles, des choses folles se produisaient. Et l'été 1969 n'a pas fait exception. Led Zeppelin et un autre groupe de rock, Vanilla Fudge, étaient en tournée ensemble. Les deux groupes étaient réservés à l'Edgewater Inn de Seattle, un hôtel où les clients pêchaient directement depuis leurs fenêtres. Après une petite partie de pêche, ils ont attrapé un requin boueux de 60 cm, mais ils n'avaient aucun projet de manger le poisson. Cette nuit-là, ils se sont tous rassemblés dans une chambre, membres du groupe, roadies et groupies, tous défoncés à l'herbe et à l'alcool. C'est alors que certains membres de l'équipe, dont le manager de la tournée de Zeppelin, Richard Cole, sont arrivés avec le requin boueux, une caméra et des lumières de caméra. Il a immédiatement fait déshabiller l'une des groupies et la jeter sur le lit. Puis, ils ont sorti le requin boueux et ont commencé à la frapper avec, laissant des cicatrices rouges partout sur son corps. Quand ils en ont eu fini avec ça, ils ont découpé le requin et ont fourré les morceaux dans les fesses et le vagin de la rouquine. L'incident a été gardé secret jusqu'en 1971 après que Frank Zappa a fait une chanson à ce sujet intitulée The Mud Shark. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le chanteur de Vanilla Fudge, Mark Stein, avait enregistré toute la scène. Mais le film n'a jamais vu le jour et la femme n'a jamais dit un mot. La cassette de Timothy Treadwell. Timothy Treadwell était connu sous le nom de Grizzly Man. Il a passé 13 étés à filmer les ours au parc national de Katmai en Alaska. A coécrit un livre sur les ours et est apparu dans des émissions de télévision comme la chaîne Discovery et le Late Late Show avec Tom Snyder. Il a même été invité dans des écoles à travers les États-Unis pour éduquer les enfants sur les ours. Mais Timothy n'avait aucun droit de conseiller qui que ce soit sur les grizzlies. Il s'approchait dangereusement d'eux, les touchait et jouait même avec des oursons. En gros, tout ce qu'il ne fallait pas faire avec un grizzly. Timothy a été averti à plusieurs reprises de la proximité à laquelle il permettait aux ours de s'approcher. Mais il n'a jamais obtempéré et est devenu encore plus imprudent. En octobre 2003, Timothy a décidé de rendre visite au parc. Octobre n'était pas le meilleur moment pour être autour des ours. Il se préparait à hiberner et était de plus en plus agressif. Néanmoins, il y est allé avec sa petite amie, Amy Huguenard. Ce serait une décision fatale. Come here and camp here. Come here and try to do what I do. You will die. You will die here. You will die here. They will get you. I found a way. Dans l'après-midi du 5 octobre,
Ils se sont enregistrés via un téléphone satellite. Mais le lendemain, les deux étaient morts et le corps de Timothy avait été déchiqueté. Ils avaient été déchiquetés à mort par les mêmes ours que Timothy aimait. L'ours a également été abattu. Mais la découverte la plus macabre restait à venir. Une caméra vidéo avec un audio agonisant de 6 minutes des derniers moments du couple. L'audio suggère que Timothy était à l'extérieur de la tente lorsqu'il a été attaqué par l'ours. Annie a essayé de le sauver en attaquant l'ours, mais s'est fait attaquer aussi. La bande s'est arrêtée sur ces cris horrifiants. Plusieurs recréations de l'audio tragique ont été faites, mais l'original n'a jamais été rendu public. Attaque du tigre de Siegfried et Roy. Siegfried Fischbanner et Roy Horn étaient un duo d'illusionnistes et d'artistes germano-américains, populairement appelés les rois du tigre. Les deux se sont rencontrés sur un paquebot de croisière en 1959 après que Siegfried a demandé à Roy, qui travaillait comme serveur, de l'assister pendant un spectacle. Au cours des 4 décennies suivantes, les deux sont passés de se produire sur des lignes de croisière et des boîtes de nuit à travers l'Europe avant de finalement se produire dans des hôtels et des casinos à Las Vegas, où ils ont réussi après avoir décroché un contrat pour travailler au Mirage. Leur extravaganza magique, qui mettait en vedette des tigres blancs rares, des lions et des éléphants, a généré $1,5 milliard en une seule décennie, battant des records de box-office. Puis tout s'est effondré lors d'un spectacle le 3 octobre 2003. C'était le 59e anniversaire de Roy et il se produisait devant un public en direct avec Manticore, un tigre blanc de 180 kilos. Mais quelque chose s'est produit cette nuit-là et l'animal finirait par mordre dans le cou de Roy tout en le traînant vers sa cage. Il a fallu 4 hommes et un extincteur pour faire lâcher prise au tigre sur Roy. Roy a souffert d'un accident vasculaire cérébral, d'une colonne vertébrale sectionnée et d'une perte de sang massive. Bien qu'il ait survécu, son temps sous les projecteurs avait pris fin. Dans un rare geste de miséricorde, Manticore a été jugé irréprochable et n'a pas été abattu. L'attaque entière a été enregistrée par le casino, mais ils n'ont jamais rendu les images publiques par respect pour la vie privée de Roy. Mort tragique de Colin Scott à Yellowstone. Le parc le plus connu aux États-Unis est le parc national de Yellowstone dans le Wyoming. Mais l'une des choses qui rend Yellowstone vraiment spécial, c'est qu'il est situé sur un supervolcan actif. En conséquence, il possède plusieurs zones géothermiques, y compris le bassin de geyser de Norris. Le bassin de geyser de Norris monte à 199 degrés et il est si acide que s'y plonger reviendrait à nager dans de l'acide de batterie. D'où les nombreux avertissements de ne pas s'y plonger et de rester sur le chemin. En juin 2016, il y avait eu 21 morts par ébouillantage là-bas. La mort de Colin Scott porterait le total à 22. Ce jour fatidique, Colin et sa sœur Sable faisaient de la randonnée dans le parc à la recherche de l'endroit parfait pour se tremper. Sable avait son téléphone sorti et enregistré alors qu'il s'éloignait de la passerelle de Norris Guyot et se dirigeait vers les zones interdites autour de Norris Guyot. C'était la dernière photo qu'il a postée sur Facebook avant que la tragédie ne frappe. Colin s'était penché pour vérifier la température d'une source chaude lorsqu'il a glissé et est tombé dedans. Sable a essayé de le sortir mais n'a pas pu. Il n'y avait également pas de service de téléphonie cellulaire dans cette zone. Elle n'avait pas d'autre choix que de le laisser et d'aller chercher de l'aide. Le temps que les responsables du parc arrivent, il était trop tard. Colin ne bougeait pas. Il ne pouvait voir que des parties de sa tête, de son torse et de ses mains. Et il était clair qu'il avait subi de graves brûlures thermiques. Assez pour qu'il détermine qu'il était mort. Malheureusement, ils n'ont pas pu récupérer son corps car la zone était trop volatile. Et une tempête approchait. Lorsque les officiers sont revenus le lendemain, le corps de Scott avait disparu, dissous dans la source chaude acide. Tout ce qu'il restait de lui était son portefeuille et une paire de tongs. Le téléphone de Sable a capturé le moment horrifiant où Scott a glissé et est tombé, ainsi que ses efforts valeureux pour le sauver. Mais les responsables du parc ont refusé de publier la vidéo ou toute description de celle-ci.
Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2022. La Ligue des champions de l'UEFA annuelle est l'une des compétitions de football les plus prestigieuses au monde et les finales en sont la cerise sur le gâteau. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a un grand rassemblement de fans autour du stade avant le début du match. Et habituellement, les organisateurs sont préparés pour cela. Mais la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2022 était loin d'être habituelle. Les finales devaient initialement se tenir en Russie. Mais à la suite de leur invasion de l'Ukraine, le lieu a été déplacé au Stade de France dans le nord de la France. Les fans de Liverpool et du Real Madrid se sont rendus au stade le 28 mai 2022 pour soutenir leur équipe. Mais ils ne savaient pas l'expérience choquante qui les attendait. Il y avait des milliers de fans et pas assez de policiers et de stewards, donc les inspections et contrôles des billets ont pris une éternité. Très vite, le nombre de ceux qui entraient dans le stade dépassait la foule qui essayait d'entrer. À 18h, de nombreux fans étaient enfermés et la foule continuait de s'accumuler. Alors, ils ont abandonné les points de contrôle et laissé tout le monde passer. Mais il n'y avait nulle part où aller. Les tourniquets et les portes avaient été fermés. Dans la confusion, il y avait des pickpockets qui s'enfuyaient avec des téléphones portables et des billets. Certains ont essayé d'entrer dans le stade en escaladant les clôtures. C'est alors que la police anti-émeute est intervenue. Mais pas pour arrêter les agressions et les vols. Ils ont poussé les fans avec des matraques et des boucliers anti-émeute, ce qui n'a fait qu'augmenter la confusion. C'est alors qu'ils ont sorti des gaz lacrymogènes et du spray au poivre, les utilisant instinctivement sur des hommes, des femmes, des enfants et même des policiers et des stewards. Le match a débuté en retard, avec plus de 15 000 fans encore à l'extérieur. Certains n'ont pas pu entrer avant la mi-temps, et de nombreux fans qui avaient acheté des billets légitimes et s'étaient fait voler ont été refoulés. Le match s'est terminé par une victoire 1-0 pour le Real Madrid. Mais après le match, le chaos a continué. Lorsque les fans en quittant le stade sont arrivés dans les rues, ils ont été encerclés par un grand groupe d'hommes armés de machettes, de couteaux, de barres et de battes. Ils ont fini par être attaqués, volés, poignardés et battus. De nombreuses femmes et filles se sont fait peloter et au moins une femme handicapée a été agressée. Le temps que la police arrive, les agresseurs se sont fondus dans la foule et ont disparu. Puis, la police s'est retournée contre les fans. Un total de 238 personnes ont été blessées. Une enquête a été ouverte et il est ressorti que les enregistrements CCTV des altercations violentes avaient été effacés, tandis que beaucoup de ceux à l'extérieur du stade avaient été supprimés. Complètement perdus dans le temps, comme si cela n'était jamais arrivé. Niveau 3. Catastrophe du téléphérique de Cavales. Dans l'après-midi du 3 février 1998, 20 skieurs étaient à bord d'un téléphérique près de Cavales, une station de ski dans les Dolomites, en Italie. Soudain, un avion militaire américain a heurté les câbles soutenant le téléphérique, coupant la cabine qui a plongé de 79 mètres au sol. Il n'y avait aucun survivant. Au début, cela ressemblait à un accident complet. L'avion aurait pu faire un atterrissage forcé et heurter les câbles. Certains ont même dit que c'était un vol d'entraînement. Mais une enquête a révélé la véritable histoire. 4 Marines américains, Richard Ashby, Joseph Schweitzer, Chandler Seagraves et William Raney, étaient déployés à la base aérienne d'Aviano, en Italie. Ils ont décidé de s'amuser et ont pris un avion, volant plus vite et plus bas que les régulations standards tout en filmant le paysage. Ce n'était pas la première fois. Une semaine plus tôt, ils avaient reçu un avertissement formel pour avoir volé trop bas après un décollage d'entraînement. Et cette fois-ci, le désastre a frappé lorsqu'ils ont coupé le câble. L'aile et la queue de l'avion ont été endommagées, mais ils ont réussi à rejoindre la base. Dès qu'ils ont atterri, ils ont immédiatement détruit l'enregistrement vidéo qu'ils avaient fait et n'ont dit à personne qu'ils l'avaient. Initialement, les 4 officiers ont été inculpés, mais seul le pilote, le capitaine Ashby, et son navigateur, le capitaine Schweitzer, ont été jugés. Mais les 2 hommes ont été acquittés. Les 2 autres officiers ont obtenu l'immunité en échange d'une confession complète. C'est alors qu'ils ont découvert qu'il y avait une cassette vidéo et qu'elle avait été détruite. Après un second procès, ils ont tous 2 été reconnus coupables et renvoyés du service. Seul Ashby a reçu une peine de prison et ce n'était que 6 mois. À peine une tape sur les doigts.
Les familles ont ensuite été indemnisées à hauteur de 1,9 million de dollars par victime. L'Arche de Noé, la coupe complète. De nombreux films ont marqué l'histoire. The Thin Blue Line, pour avoir exposé un système judiciaire et fait libérer un homme innocent. Le Magicien d'Oz, pour avoir été le premier film à utiliser le Technicolor. Mais lorsque le film de 1928, L'Arche de Noé, a fait la liste, ce n'était pas parce qu'il était génial. En fait, il a été décrit comme un ennui complet par le New York Post. Non, ce qui a vraiment distingué L'Arche de Noé, c'était une décision insensée prise pendant la production du film qui est arrivée à l'écran. Une scène de déluge affreusement réaliste, où des figurants se battaient pour leur vie. Ceux qui ont regardé le film en novembre 1928 n'ont peut-être pas su, mais cette scène n'était pas du cinéma. Les figurants se battaient vraiment pour leur vie. Pendant le tournage, le réalisateur Michael Curtis a décidé qu'un faux déluge ne vendrait pas le genre de désespoir qu'il voulait dans un film, qui était censé être le plus grand jamais réalisé. Alors, sans prévenir les 7500 figurants sur le plateau de ses plans, ou même vérifier s'ils savaient nager, Michael a déversé 2 271 247 litres d'eau d'un réservoir sur eux. Les résultats ont été catastrophiques. La force monumentale de l'eau a projeté les figurants sur les sols en béton. Pendant des heures, ils ont lutté pour respirer alors qu'ils se battaient pour leur vie. À la fin, 3 figurants se sont noyés et des centaines d'entre eux ont été blessés. Un homme s'est tellement mutilé la jambe qu'il a dû se faire amputer. C'était la seule chose délirante qui s'est produite sur le plateau. L'acteur principal George O'Brien devait être frappé par une lance pliable, mais a été poignardé avec une vraie à la place. Encore une fois, Michael Curtis l'a encouragé à continuer à jouer et a même obtenu un gros plan de la blessure pour le film. La première du film incluait des plans dérangeants, des véritables noyades. Après avoir reçu de vives critiques, les plans de noyade ont été retirés. Ils n'ont jamais été revus. Mais la scène avec les figurants luttant contre le déluge reste. Le suicide de Louis Conrad dans To Catch a Predator. To Catch a Predator était une émission de télé-réalité américaine très populaire, animée par Chris Hansen, qui a été diffusée entre 2004 et 2007. Les prédateurs étaient attirés dans la maison sous couverture où ils s'attendaient à rencontrer des mineurs avec lesquels ils avaient discuté en ligne. Au lieu de cela, ils étaient confrontés par Chris Hansen, une pièce pleine de caméras et exposée à la télévision nationale. Les prédateurs les plus mémorables jamais attrapés étaient un homme nommé John Kennedy, qui s'est présenté à la maison sous couverture complètement nu. Le jour suivant, il essayait de rencontrer un autre de leur leurre dans un McDonald's. Plusieurs prédateurs ont été retirés des rues et l'émission est arrivée à une fin dramatique en 2008 après qu'un prédateur ait tiré le tapis dessous leurs pieds. Tout a commencé lorsqu'un étudiant de 19 ans appelé INXS00 sur MySpace a commencé à discuter avec l'un des bénévoles se faisant passer pour un garçon de 13 ans et lui a envoyé une photo de lui-même explicite, ainsi que quelques photos pornographiques. Ils ont ensuite découvert que ce n'était pas un étudiant. C'était l'assistant du procureur de district du Texas, Louis Conrad. Ils ont essayé d'attirer Louis dans la maison sous couverture, mais il ne s'est pas présenté. Au cours des jours suivants, Louis a cessé d'envoyer des messages au garçon de 13 ans et a supprimé son compte MySpace. Le 5 novembre, les policiers se sont présentés chez lui avec un mandat de perquisition pour sollicitation d'un mineur par ordinateur. L'équipe de Deadline était également sur le terrain. Le plan était que l'équipe fasse des enregistrements pendant que ses appareils électroniques étaient saisis. Mais Louis a refusé d'ouvrir la porte. Et le SWAT a été appelé. Ils ont fait irruption dans la maison à sa recherche. Mais dès que Louis a vu la police, il a dit ses derniers mots et s'est tiré une balle dans la tête. Un enregistrement audio des derniers mots de Conrad et du coup de feu fatal a été enregistré par la police et obtenu par Deadline NBC, mais n'a jamais été diffusé. En 2007, les 3 appels téléphoniques de Conrad au garçon de 13 ans ont été téléchargés sur YouTube.
Bien qu'il n'ait jamais été confirmé si le suicide de Conrad a causé l'annulation de l'émission en 2008, il y a contribué. Lucifer Rising. Lucifer Rising était un court-métrage underground de 1972 réalisé par Kenneth Anger. Kenneth avait offert à Bobby Beausoleil le rôle de Lucifer après l'avoir vu à un festival underground jouant de sa guitare et léchant la sueur des seins d'une femme. Le tournage a commencé en 1966, mais il a été lent et les deux se sont souvent disputés. Un an plus tard, ils sont allés chacun de leur côté et Kenneth a accusé Bobby de lui avoir volé sa caméra et des images pour le film. Mais ce n'était pas le dernier crime de Bobby. Tout a commencé en 1968 après que Bobby a rencontré un Charles Manson fraîchement libéré. Le chef de culte a attiré Bobby et il faisait bientôt partie de la famille Manson. Un groupe composé principalement de jeunes femmes qui étaient attirées par le style de vie communautaire et hippie. La famille jamait ensemble, campait ensemble et tuait même ensemble. Tout sous l'œil attentif de Charles Manson. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. La toute première de leurs victimes était Gary Inman. Charles Manson a envoyé Bobby avec Susan Atkins et Mary Brunner. Et 6 jours plus tard, le corps de Gary a été retrouvé chez lui. Il avait été torturé et poignardé à plusieurs reprises dans le cœur. Bobby a été condamné à mort, mais cela a ensuite été réduit à la prison à vie. Mais son temps sous les projecteurs n'était pas terminé. À cette époque, Kenneth faisait une reconstitution du film Lucifer Rising perdu, mais il avait des difficultés à obtenir une bande sonore. Entre Bobby. Bobby a écrit à Kenneth depuis la prison et lui a proposé de composer la bande sonore. Il a obtenu des instruments d'un professeur de prison et a monté un orchestre avec d'autres détenus. La bande sonore de 44 minutes qui en a résulté a été intégrée à Lucifer Rising et publiée en 1980. À ce moment-là, Kenneth avait arrêté d'accuser Bobby d'avoir volé les images originales. À la place, il blâmait des jeunes inconnus. Les seules images survivantes de la coupe originale de Lucifer Rising ont été incluses dans un film de 1969 intitulé Invocation of My Demon Brother. Incident de Daniel P. Dukes Tillicum. Tillicum, surnommé Tilly, était une orque mâle capturée en Islande en 1983 à l'âge de 2 ans. Après une année dans un zoo marin, il a été transformé à Sealand au Canada, puis finalement à SeaWorld à Orlando, en Floride. Mais le succès de Tilly en captivité n'en fait pas le genre d'animal avec lequel il faut plaisanter. En fait, des 4 décès humains qui ont jamais été attribués à des orques captives, il a été impliqué dans 3. 2 fois, c'était des dresseurs qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais la mort de Daniel Duke était complètement bizarre. Dans la nuit du 6 juillet 1999, Daniel a réussi d'une manière ou d'une autre à s'introduire dans SeaWorld. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans ce bassin. Mais le lendemain matin, les employés du parc ont trouvé Tilly paradant autour de son bassin avec le corps sans vie de Daniel sur son dos. Son corps était dans un état désordonné. Même si sa mort a été classée comme une noyade accidentelle, ils n'ont jamais vraiment découvert ce qui l'avait tué. Malgré les nombreuses caméras à SeaWorld, ils n'ont jamais confirmé si sa mort avait été capturée par les caméras de sécurité. Mais il existe des photos confirmées de son corps transporté par la baleine prises par des employés du parc. Cependant, les photographies et les images de surveillance, si elles existent, n'ont jamais fait surface. Christine Chubbuck. Christine Chubbuck était une journaliste de télévision américaine qui travaillait pour une station de nouvelles locales à Sarasota, en Floride. Mais le 15 juillet 1974, elle passerait de la lecture des nouvelles à la création de celle-ci après avoir mis fin à ses jours en direct à la télévision. Sa famille savait pourquoi. Christine avait été dépressive toute sa vie et avait même tenté de se suicider une fois, mais ses collègues n'étaient pas au courant de cela. Ils la voyaient comme une travailleuse acharnée, avec un sens de l'humour excentrique qui venait avec de nombreuses idées de reportages intéressants. L'un d'eux avait été le suicide. Alors qu'elle faisait des recherches,
Christine avait demandé à un policier comment quelqu'un pourrait se tirer une balle et faire des blagues avec ses collègues sur le fait de se tuer à l'antenne. Au début du mois de juillet 1974, elle avait organisé une fête et plusieurs collègues avaient remarqué à quel point elle avait l'air heureuse. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ce lundi matin-là, Christine s'est présentée au travail avec un air beaucoup plus joyeux que d'habitude. Elle a dit à ses collègues qu'elle voulait lire les nouvelles avant le segment du matin. Cela n'était jamais arrivé, mais elle a continué. Ils étaient une petite station et moins de personnes étaient branchées. Au cours des 8 minutes suivantes, Christine a couvert 3 nouvelles nationales. Elle en était à la 4e nouvelle. Une fusillade dans un restaurant lorsque la bobine s'est coincée. C'est alors que Christine a dit ses derniers mots. Conformément à la politique de Channel 40 et de vous apporter les dernières nouvelles en matière de sang et tripes et en couleur, vous allez voir une autre première tentative de suicide. Mais ce n'était pas une tentative. Christine a sorti un pistolet, l'a mis sur sa tête et a appuyé sur la gâchette. Elle mourrait plus tard ce jour-là. Tout comme elle l'avait planifié, Christine a été immortalisée comme la première personne à mourir par suicide en direct à la télévision. Les images avaient été prises par la police, mais sa famille obtiendrait une ordonnance du tribunal contre la station de nouvelles pour les empêcher de jamais publier les images. Niveau 4. Incendie du tunnel du Mont Blanc. L'autoroute du tunnel du Mont Blanc est un itinéraire autoroutier qui passe directement sous la montagne du Mont Blanc, dans les Alpes, et relie la France à l'Italie. Il a été ouvert à la circulation en 1965 et pendant 35 ans, il n'y avait eu aucun accident mortel. Mais tout cela a changé dans la matinée du 24 mars 1999. Juste avant 11h, un camion transportant de la margarine et de la farine a pris feu et s'est rapidement embrasé. À ce moment-là, 50 personnes étaient dans le tunnel, 38 d'entre elles du côté français. En quelques minutes, une épaisse fumée a commencé à se propager et plusieurs conducteurs n'ont eu d'autre choix que de remonter leurs vitres et d'espérer être secourus. Les conditions météorologiques ce jour-là signifiaient que l'air allait du côté italien vers le côté français. Cela a permis à de nombreux conducteurs du côté italien de s'échapper et à 12 d'entre eux d'être secourus, mais ceux du côté français n'ont pas eu autant de chance. La visibilité était inexistante et les pneus et les réservoirs de carburant explosaient, envoyant des éclats d'obus dans l'air et propageant le feu à d'autres véhicules. 30 minutes après le début de l'incendie, un mélange toxique de monoxyde de carbone et de cyanure a rempli l'air. À la fois, les conducteurs qui espéraient être secourus de la voiture et les personnes qui s'étaient enfuies ont rapidement été submergées par les fumées. Même les personnes qui ont essayé de secourir ont payé de leur vie. L'un d'eux était un pompier et l'autre était Pierluccio Tinazzi, un agent de sécurité italien. Pierluccio était entré dans la fumée sur sa moto pour essayer d'aider, mais il mourrait. Même sa moto a fondu dans le feu. L'incendie a duré 53 heures, faisant fondre l'asphalte et provoquant l'effondrement de certaines parties du tunnel. Il faudrait 1 semaine avant que le tunnel ne refroidisse suffisamment pour récupérer les corps. 39 personnes sont mortes dans l'incendie. La plupart d'entre elles sont mortes asphyxiées avant d'être brûlées. Tous leurs corps ont été réduits en cendres. La cause de l'incendie est encore disputée à ce jour. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que l'intensité de la fumée avait couvert toute image CCTV de l'incident tragique, mais en 2012, un documentaire français sur l'incendie a été publié. Il contenait plusieurs séquences de la CCTV, mais des moments comme le camion explosant, les véhicules tentant de faire demi-tour, et les personnes courant n'ont pas été inclus par respect pour les familles des victimes. Il est peu probable que les bandes complètes soient jamais publiées. Cassette du sous-sol de Columbine, le 20 avril 1999. Devait être une journée scolaire régulière au lycée Columbine dans le Colorado, aux États-Unis. Mais la journée se terminerait dans la terreur, après ce qui était, à l'époque, la fusillade dans un lycée la plus hier aux États-Unis. Après une année de planification, les élèves de terminale, Eric Harris et Dylan Klebold, s'étaient présentés à l'école armés de fusils et de bombes. Ils allaient assassiner 12 élèves et un enseignant et blesser beaucoup d'autres avant de retourner leurs armes contre eux-mêmes. Ils ont laissé derrière eux plusieurs écrits de journal et vidéos maison.
Dans les vidéos, les tireurs se vantaient du nombre de personnes qu'ils allaient tuer, montrant leurs armes tout en faisant référence au massacre, planifiant comment ils allaient cacher les armes dans leurs vêtements, comptant à rebours jusqu'au massacre, et laissant des messages d'adieu à leur famille. Ces cassettes sont devenues connues sous le nom de cassettes du sous-sol. Les deux rêvaient que leur vidéo serait vue loin et largement, mais ce rêve est mort avec eux. Très peu de personnes les ont vues avant qu'elles ne soient enfermées et détruites, pour ne plus jamais être revues. La catastrophe des 24 heures du Mans, 1955. Les 24 heures du Mans est la course d'endurance automobile la plus ancienne et la plus axée sur l'endurance au monde. Elle a été courue annuellement près de la ville du Mans, en France. Contrairement aux courses régulières où le gagnant est déterminé par le temps le plus court, le gagnant des 24 heures du Mans est la voiture qui couvre la plus grande distance en 24 heures. La course a débuté en 1929, mais ce n'est qu'en 1955 que la première catastrophe majeure a été enregistrée. Mais cela n'a pas commencé ainsi. La foule était mûre d'excitation. Ferrari, Jaguar et Mercedes-Benz avaient toutes remporté les courses les années précédentes et s'étaient présentées avec de nouvelles voitures améliorées. Mais les pistes n'avaient pas été conçues pour des voitures allant aussi vite. Néanmoins, le circuit était bondé de près de 300 000 fans lorsque la course a débuté. Mais 2h30 plus tard, le désastre a frappé. Austin LA driver Lance McLean a fait une embarquée pour éviter de heurter la Jaguar de Mike Hawthorne, qui freinait brusquement. Cette décision d'une fraction de seconde conduirait à des conséquences désastreuses. Mercedes driver Pierre Lévesque a réussi à signaler au conducteur derrière lui de ralentir, juste avant de heurter Lance. La Mercedes a volé par-dessus une barricade, s'est écrasée dans une cage d'escalier en béton et s'est immédiatement séparée. Les parties les plus lourdes de la voiture, le bloc moteur, le radiateur et la suspension avant, ont volé directement vers la foule, écrasant des spectateurs sans méfiance. Le capot a volé dans les airs, décapitant des spectateurs au fur et à mesure. Puis le réservoir de carburant a explosé, les arrosant de flammes blanches brûlantes. Tout cela s'est produit en moins de 10 secondes. Le spectacle macabre a laissé plus de 120 blessés et 83 morts, y compris le pilote de course Pierre Lévesque, qui avait été immédiatement éjecté de la voiture et tué sur le coup. Mais ce qui s'est passé dans les suites de ce désastre était tout aussi horrible. Le Mans a décidé de continuer la course même avec les voitures accidentées toujours sur la piste. L'équipe Mercedes était en tête, mais s'est retirée de la course en signe de respect pour les victimes. L'équipe Jaguar, dirigée par Mike Hawthorne, qui avait causé tout l'accident, a continué et remporterait la course. Alors que diverses images de la course ont été capturées, les fichiers relatifs à l'enquête officielle sur la catastrophe ont été classifiés jusqu'en 2031. Même aujourd'hui, 69 ans plus tard, la question reste de savoir ce qu'ils ont exactement à cacher. Autotrain. Autotrain était un dinosaure kangourou laineux qui est rapidement devenu l'une des mascottes pour enfants les plus reconnaissables en Estonie pendant les années 1990. Il est apparu sur des produits laitiers, avait sa propre marque de chocolat et a produit 2 cassettes. Autotrain était également connu pour organiser des concours et apparaître dans des zoos, des foyers et des écoles primaires à travers l'Estonie. La raison pour laquelle ce personnage est devenu si populaire, c'est parce qu'il était le personnage principal dans une émission de télévision pour enfants estonienne créée par Veino Lossar et Indrek Masik en septembre 1993. D'ici 1995, l'émission est devenue si populaire qu'elle a fait une tournée aux États-Unis. Mais tout s'est effondré en 1999. Et cette émission extrêmement populaire a disparu en ne laissant presque aucune trace. Certains disent qu'elle a été cachée à cause des vies mêlées des créateurs de l'émission. 2 ans avant la fin de l'émission, le producteur et manager de l'émission Tony Pavo a causé un accident de la route fatal qui a coûté la vie à 2 personnes. Une mère de 37 ans et sa fille de 5 ans. TV3 a annulé Autotrain en 1999 et a effacé leur existence même de leurs archives. Mais Tony Pavo n'était pas la seule tache noire sur l'émission. Pendant 5 ans, le créateur de l'émission, Veino Lossar, avait porté un costume de mascotte pour jouer le rôle d'Autotrain. Mais en 2019, le masque a été retiré et sa vie secrète a été exposée.
Venmo a été accusé d'avoir abusé sexuellement une fille de 10 ans et d'avoir de la pornographie infantile. Une fouille de son ordinateur portable a révélé 19 images et 4 vidéos. Il a été condamné à 5 ans de probation. Aujourd'hui, tout ce qui reste de la série de 5 ans est 2 recettes, 2 courts clips et 2 jeux de devinettes. Il n'y a pas de sortie VHS connue de l'émission. La cassette de groupie de Marilyn Manson. Au début des années 1990, Marilyn Manson était l'un des groupes de rock les plus infâmes en Amérique. Le groupe était si infâme que 3 États des États-Unis ont adopté des lois interdisant leurs performances dans des lieux appartenant à l'État. Beaucoup de fois, il y avait des protestations pour les empêcher de se produire. Ils étaient notoires pour chanter sur le sexe, la violence, la drogue et les idées anti-religieuses, tout en portant des vêtements fous et du maquillage et en faisant des choses bizarres sur et en dehors de la scène. L'une d'elles impliquait un court-métrage appelé Groupie. Il a été réalisé par le chanteur principal du groupe dont le nom a été donné. Le film a été tourné en une nuit avec un caméscope et une certaine date entre 1996 et 1998, lors d'une fête à la maison que Manson avait organisée. Bien qu'il ait obtenu une actrice pour jouer le rôle d'une groupie, les autres invités ne savaient pas qu'il ferait partie du film. Cela commence avec Manson effectuant un acte sur l'un de ses camarades de groupe, et ensuite la groupie intervient. Elle a été forcée de faire des choses dérangeantes comme boire du pipi. Ou c'est ce que dit Manson. Le film réel n'a jamais été publié. Manson a dit que son manager, Tony Ciulia, avait jeté un coup d'œil dessus et l'avait averti de ne jamais le publier, sinon, il mettrait fin à sa carrière musicale et serait jeté en prison. En fin de compte, Manson a pris le juste milieu et a publié une très petite partie du film à la fin de son album vidéo live de 1998. Le clip était celui d'une femme se faisant torturer par Manson. C'est tout ce que quiconque savait sur la vidéo jusqu'en 2022, lorsque Manson est allé dans une émission et en a parlé. I won't go into the details of this film, but I made this movie that I had intentions of putting onto my home video, not thinking that it would offend my own. So what was the scenario? You guys slow down. It was like a party at my house. It was a real party and you were taping with a real camera? I said a girl's gonna show up, and then something's probably gonna go wrong, and you guys just roll with it. Mais à ce jour, seul Manson, son avocat et son manager ont vu la vidéo. Mais beaucoup pensent que c'était une blague pour maintenir leur image provocatrice. La mort par bizutage de Timothy Piazza. Bizutage. Un rituel enfantin consistant à forcer les gens à subir des actes humiliants et abusifs avant de les laisser rejoindre un club. Mais le bizutage n'est pas toujours amusant. Beaucoup de fois, il a conduit à des blessures, des expériences de mort imminente et même la mort. L'une des victimes était Timothy Piazza, 19 ans. En 2017, Timothy était en 2e année à l'université d'État de Pennsylvanie. Il a toujours rêvé de rejoindre la célèbre fraternité Beta Theta Pi. Mais ses rêves se sont effondrés le 2 février 2017. Timothy a été forcé de boire 18 verres en 82 minutes. Tout, de la vodka à la bière et même du vin. Bientôt, Timothy titubait. C'est alors qu'il est tombé dans les escaliers du sous-sol et a été assommé. Au cours de la nuit, il trébucherait, tomberait et perdrait connaissance à plusieurs reprises. Quand l'un des membres du chapitre a suggéré d'appeler le 911, il a été malmené et ignoré. That kind of lost it. I was screaming and yelling. I was saying we need to take him to a hospital. We should call an ambulance, dial 911. Le lendemain, 12 heures après sa première chute, l'un d'eux a remarqué que Timothy ressemblait à un cadavre. Ils ont enfin appelé une ambulance. What's going on today? We have a friend who's unconscious. He hasn't moved. His cold extremity is probably in an ambulance. Mais pas avant de nettoyer son corps et de l'habiller. Timothy avait subi de graves blessures et mourrait le lendemain. Quand la police est arrivée pour obtenir les images de la caméra CCTV, l'un des membres du chapitre les a supprimées avant de les remettre. Mais la police récupérerait plus tard 13 heures des derniers moments de Timothy. Alors que certaines d'entre elles ont été montrées lors du procès de ses frères de fraternité, la vidéo ne sera probablement jamais publiée par respect pour la famille de Timothy. Niveau 5. L'enlèvement de la sorcière de Blair. En mars 2002, 5 amis de Flint, Michigan, se sont filmés en train d'enlever Danielle Taylor, 19 ans. Ils lui ont menotté les mains,
bandé les yeux et l'ont mise dans une voiture. Puis ils ont conduit jusqu'à un champ ouvert à proximité, où ils ont continué à la menacer avant de la placer dans une tombe et de lui dire qu'elle était enterrée vivante. Après avoir jeté quelques pelletées de neige dans la fosse, ils ont fait un geste de couper sa gorge. Mais ce n'était pas réel, ils se faisaient un film. C'était censé être dans le still found footage, qui avait été utilisé pour la première fois dans un film d'horreur américain de 1999, The Blair Witch Project. Mais l'un d'eux n'était pas dans le coup, Danielle Taylor. Elle a réussi à obtenir les images et les a signalées à la police. 5 jours plus tard, il faisait face à des accusations d'enlèvement et d'agression. Au procès, ils ont insisté sur le fait que Taylor était impliquée dès le début, et dans plusieurs parties du film, elle semblait jouer le jeu. Mais d'autres parties étaient trop dérangeantes pour être ignorées. En fin de compte, ils ont dû payer des amendes et obtenir une probation. Cette même année, un documentaire autour du canular d'enlèvement et du procès a été publié. Il contenait des extraits de la véritable vidéo, mais la vidéo complète n'a jamais été vue. Elle reste enterrée dans le coffre-fort de la police et l'université de Brumel. L'appel téléphonique de la chambre 211. Dans la matinée du 16 avril 2007, Sung-Yu Cho, un étudiant du Virginia Polytechnic Institute en Virginie, aux États-Unis, a tué 2 étudiants dans un dortoir. Il est retourné dans sa chambre pour changer ses vêtements tachés de sang, retirer son disque dur, supprimer des emails et envoyer un colis à NBC News. Le colis contenait un document incohérent de 1800 mots. Des vidéos faisant référence à la fusillade de Columbine et des photos dérangeantes. Puis, 2 heures après les premiers meurtres, il s'est dirigé vers Norris Hall, a verrouillé l'entrée principale avec des chaînes et a laissé une note disant qu'une bombe exploserait si quelqu'un tentait de les retirer. Puis, la fusillade a commencé. Et beaucoup d'étudiants ne savaient pas ce qui se passait. En bas du couloir, dans la chambre 211, Colin Goddard, 21 ans, a appelé le 911. Au cours des 10 minutes suivantes, l'appel au 911 capturerait les prochains moments horrifiants. Des étudiants désespérés barricadant la porte et se cachant, le tireur poussant à travers et tirant sur les étudiants, leurs cris alors qu'ils se faisaient toucher. Puis, un silence alors qu'ils battaient en retraite dans une autre pièce pour continuer la fusillade. Quelques minutes après, Cho était de retour, exécutant des étudiants qui étaient gravement blessés. Quelques moments plus tard, juste avant que le SWAT n'entre dans le bâtiment, il y a eu un bang unique. Cho s'était tiré dessus. Il avait tué 32 personnes et blessé 17. Les morts de 11 d'entre eux avaient été capturés sur cet appel au 911, fait depuis la chambre 211. Mais l'appel a été jugé trop graphique pour être visionné par le public. L'un des officiers répondants l'a décrit comme l'une des choses les plus macabres qu'elle ait jamais entendues. Il n'a jamais été publié au public et ne le sera probablement jamais. Joanna Denny. Joanna Denny est l'une des 3 femmes au Royaume-Uni à qui on a dit qu'elle ne serait jamais libérée de prison. Elle était une tueuse en série sadique qui a assassiné 3 hommes pour s'amuser, en mars 2013. Elle a attiré l'un des hommes. Un autre était son colocataire et le 3e était son propriétaire. Joanna a jeté leur corps dans des fossés à l'extérieur de Peterborough. Elle a même habillé le corps de l'un des hommes avec une robe de soirée noire pailletée avant de jeter son cadavre. Son attaque finale a eu lieu le 2 avril. Elle a couru vers un homme au hasard et l'a poignardé à plusieurs reprises. 9 minutes plus tard, elle a couru vers un autre homme, l'a poignardé et a volé son chien. C'est alors que la police l'a attrapé. Pendant le procès, Joanna est venue avec un plan d'évasion audacieux pour s'échapper de prison. Elle et 2 autres détenus allaient tuer une gardienne de prison et voler ses clés de prison. Après cela, elle allait obtenir ses clés de prison et couper ses doigts. Les doigts seraient utilisés pour contourner le système biométrique dans la prison et elle s'échapperait sans encombre. Personne n'a dit à Joanna que la première règle d'une évasion était de ne pas laisser de traces écrites. Alors elle a tout écrit dans son journal. Un journal que les gardes de prison trouveraient après avoir été informés de leur plan d'évasion. La tueuse en série a été promptement transférée à l'isolement et elle y resterait pendant 2 ans. Quant au journal, il a été confisqué et n'a jamais été divulgué une seule fois.
Les cassettes de Andrew Blaze. Dans les premières heures du 8 juin 2017, les employés d'un supermarché Vice, en Pennsylvanie, aux États-Unis, réapprovisionnaient et fermaient le magasin pour la nuit. L'un d'eux était Randy Ster, 24 ans. Il avait travaillé là pendant 7 ans. En plus de cela, il était dessinateur et avait une petite chaîne YouTube appelée Pioneers Productions. Mais tout cela a pris fin dans la matinée du 8 juin 2017. Armé de 2 fusils de chasse, Randy a barricadé les sorties du magasin et tiré et tué 3 de ses collègues. Tiré dans tout le magasin et retourné son arme contre lui-même. Avant de se présenter au travail, il avait téléchargé une vidéo finale intitulée The Westboro High Massacre. Il a également envoyé des liens vers de multiples fichiers et vidéos de ses plans à son compte Twitter juste avant les fusillades. Les vidéos montraient qu'il parlait de sa fascination pour le massacre du lycée Columbine, tirant sur des cibles dans un champ de tir, montrant ses armes et planifiant le massacre. Le lendemain, le compte de Randy a été suspendu sur Twitter et YouTube. Et beaucoup des fichiers ont été perdus pendant longtemps avant que quelqu'un ne trouve et ne télécharge certains d'entre eux sur archive.org. Mais plusieurs vidéos sont toujours manquantes et présumées perdues. La tragédie YouTube d'Asia McGowan. Asia McGowan était une femme de 20 ans qui fréquentait le Henry Ford Community College. Quand elle n'était pas occupée par l'école, elle publiait des vlogs sur sa chaîne YouTube où elle faisait des sketchs comiques, des routines de danse et passait juste un bon moment. Asia n'était pas la seule étudiante du Henry Ford Community College qui était également une YouTuber. Il y avait Anthony Powell, 28 ans. Anthony était un YouTuber controversé dont la chaîne avait été suspendue à plusieurs reprises en raison de ses vidéos de rage et colère contre l'athéisme et les femmes noires. Dans sa dernière vidéo, il exprimait des pensées similaires et a même mentionné qu'il avait un fusil de chasse. Plusieurs de ses followers l'ont signalé au département de police, mais personne n'a rien fait. D'ici avril 2009, Asia et Anthony se dirigeaient vers une rencontre fatale. Cela a commencé avec Anthony faisant un autre discours enragé contre les femmes noires. Pas longtemps après, il a commencé à harceler et à intimider Asia en ligne, laissant des commentaires haineux sur sa chaîne. Le 6 avril 2009, Asia a fait une vidéo adressant les commentaires haineux. Exactement une semaine plus tard, Anthony a trouvé Asia dans une salle de classe vide et lui a tiré dessus, avant de retourner l'arme contre lui-même. Après le meurtre, la chaîne YouTube d'Anthony a été fermée et beaucoup de ses vidéos ont été effacées d'internet, y compris la vidéo de sa dernière diatribe. Tout ce qu'il reste, c'est l'audio. Videos on YouTube about y'all, telling y'all what's up, and telling y'all the truth about yourselves. Y'all get mad at us and talk about why we not persecuting black men. The you gonna persecute us for? There's no reason for us to do it. La chaîne d'Asia est restée en ligne pendant 2 ans avant d'être piratée et ensuite supprimée. 3 de ses vidéos seraient retrouvées et uploadées par un autre YouTuber, mais le reste de son contenu est perdu pour toujours. Niveau 6. L'homme sur la chaise. Le 2 juin 1985, la police de San Francisco était dans un magasin de matériel après avoir reçu un rapport sur un vol à l'étalage. Quand ils sont arrivés, le voleur s'était enfui, mais son partenaire essayait de payer pour l'article. Quand ils lui ont demandé son identité, ils ont remarqué qu'il ne ressemblait pas du tout à la photo et que l'identité appartenait à un homme disparu. Ils ont emmené l'homme pour l'interroger. Il a admis qu'il était Leonard Lake et que le voleur à l'étalage était Charles Ng. C'est tout ce qu'il a dit avant de prendre une pilule de cyanure et de sombrer dans le coma. Une enquête de police les mènerait à une cabane isolée où ils trouveraient les restes brûlés d'au moins 12 personnes, ainsi que les identités de plusieurs personnes disparues. Ils ont également trouvé un bunker avec une porte cachée qui menait à une minuscule cellule sans fenêtre avec 6 règles épinglées à un mur. Mais le plus accablant de tout étaient les journaux intimes de Léonard et 2 cassettes vidéo. Les cassettes vidéo horrifiantes montraient Léonard et Charles disant à la victime qu'elles avaient le choix de soit être gardées en vie comme esclaves sexuelles de Lake ou être brutalement violées, tuées et enterrées. Peu importe le choix que les femmes faisaient, elles étaient placées dans la minuscule cellule sans fenêtre où Léonard et Charles se filmaient en train d'abuser d'elles avant de finalement les tuer.
Beaucoup d'autres cassettes vidéo étaient supposées avoir été faites car Leonard faisait référence à un certain nombre d'entre elles dans son journal, mais elles n'ont jamais été trouvées. On pense que son ex-femme les a emportées avant l'arrivée de la police. L'une des cassettes survivantes montrait Leonard sur une chaise, entrant dans des détails macabres sur le fait de garder une esclave sexuelle dans une prison jusqu'à ce qu'il ait besoin d'elle. I want to be able to use the woman whenever and however I want. Pendant le procès, l'avocat de Charles a publié des extraits des vidéos pour influencer le public en croyant que Leonard était le leader et que Charles n'avait fait que suivre. Cela n'a pas fonctionné. Charles a été condamné à mort. Il est toujours dans le couloir de la mort. Jusqu'à présent, aucune autre cassette n'a été publiée et en raison des choses horribles qu'elles contiennent, elles ne le seront probablement jamais. Les images du cannibale à l'arbalète. Le 22 juin 2009, Stephen Griffith, 41 ans, a attiré Susan Blamiers dans son appartement à Bradford, West Yorkshire, en se faisant passer pour un photographe. Mais peu de temps après être entré dans sa chambre, les images de la caméra CCTV captureraient Susan courant hors de sa chambre et dans le couloir en état de terreur. Elle était suivie de près par Stephen, tenant une arbalète qu'il a rapidement rattrapée. Il l'a tuée juste là, dans le couloir, avec une flèche dans la tête. Puis il a traîné son corps dans son appartement. C'est alors qu'il a repéré une caméra CCTV qui avait tout enregistré. Après avoir traîné le corps de Suzanne dans son appartement, Stephen a fait un doigt d'honneur à la caméra et est retourné dans sa maison. Pendant 1 an, son secret était enterré dans cette caméra. Puis un concierge parcourant les images de la caméra CCTV l'a trouvé et a appelé la police. Stephen a immédiatement avoué les crimes et s'est donné le nom de cannibale à l'arbalète. Il s'est avéré qu'il avait fait bien plus que tuer une femme. Il avait également mangé des parties de son corps, et elle n'était même pas la seule. 2 autres femmes avaient connu le même sort derrière ces murs. Stephen a été condamné à la prison à vie. Bien que les images complètes de la caméra CCTV n'aient jamais été publiées, des parties de celle-ci ont été diffusées à la télévision, y compris une caméra CCTV montrant Stephen essayant d'attirer une autre victime. 1 heure seulement après avoir tué Suzanne. Ricardo Lopez. En 1993, un harceleur américain nommé Ricardo Lopez a développé une obsession pour la chanteuse islandaise Björk. Cette obsession a duré 3 ans avec Ricardo écrivant sur Björk dans son journal intime qu'il tenait. Il lui écrivait de nombreuses lettres de fans inoffensives même si elle ne répondait jamais. Puis, en 1996, Björk a commencé une relation avec un musicien anglais, Goldie. C'est alors que Ricardo a perdu la tête. La pensée de Björk avec un homme noir a poussé Ricardo à bout. Il a arrêté d'écrire dans ses journaux intimes et est passé aux vidéos. Au cours des 9 mois suivants, il ferait 11 journaux vidéo dans son appartement, chacun d'eux durant environ 2 heures. Cela a culminé dans sa planification d'un meurtre-suicide le 12 septembre 1996. Ricardo a envoyé une lettre piégée, trafiquée avec de l'acide sulfurique qu'il avait fabriqué à la résidence de Björk à Londres. Puis, il a enregistré un dernier journal vidéo expliquant pourquoi il la tuait. La vidéo s'est terminée avec Ricardo se tirant une balle lorsque la chanson de Björk, I Remember You, s'est terminée. Il y avait 2 problèmes avec le plan de Ricardo. Björk avait déjà mis fin à la relation qu'il détestait tant quelques jours plus tôt. De plus, son courrier était vérifié avant d'apparaître à sa maison. La lettre bombe a été retracée jusqu'à un bureau de tri postal de Londres et a été mise en sécurité et Björk était saine et sauve. Étrangement, l'ensemble des journaux vidéo de Ricardo incluant le suicide sont assez disponibles pour le public, et même sur YouTube. Il s'est avéré que le Hollywood Police Department's Records Unit les avait vendus discrètement. Alors que beaucoup de ces chaînes YouTube ont depuis été supprimées, les vidéos sont toujours là sur internet. Quant à ces journaux intimes, ils n'ont jamais été publiés. Niveau 7. Les cassettes de David Ray Parker. Le 22 mars 1999, la police d'Albuquerque aux États-Unis a répondu à un appel au 911 pour trouver une femme couverte de sang avec un collier d'esclave autour de son cou. Son nom était Cynthia Vigil. Et elle venait de s'échapper de ses ravisseurs, David Ray Parker et sa petite amie Cindy Handy. Cynthia avait été enchaînée dans une remorque pendant 3 jours et torturée avec des fouets, des instruments médicaux et
sexuelles et des chocs électriques. Mais elle n'était pas la première femme à qui ils avaient fait cela. Entre 1955 et 1999, Ray kidnappait environ 4 à 5 femmes par an. Les femmes étaient gardées captives dans une remorque insonorisée qu'il gardait derrière sa maison. David l'appelait sa boîte à jouets et elle était remplie de jouets sexuels, d'instruments de torture et de seringues. Là, Ray violait et torturait les femmes qu'il enlevait. Parfois, il invitait des amis, sa petite amie et même sa fille, Glenda Jessie Ray. Parfois, il faisait en sorte que son chien mâle viole les victimes aussi. Après quelques mois, David droguait la victime avec des barbituriques dans une tentative d'effacer leurs souvenirs de ce qui s'était passé avant de les abandonner sur le bord d'une route. Il a enregistré chaque enlèvement dans un journal. Plusieurs femmes se sont manifestées avec la même histoire d'enlèvement et cela commençait toujours par une cassette audio. David avait fait la cassette le 23 juillet 1993. Dedans, il détaillait les choses horribles qu'il prévoyait de faire à ses victimes et les femmes étaient forcées d'écouter tout cela. C'était si dépravé et graphique que cela n'a jamais été joué au tribunal et n'a jamais été publié au public. Mais en 2022, une transcription a été publiée. David a été condamné à 224 ans de prison mais est mort d'une crise cardiaque 1 an après sa condamnation. Les cassettes de Paul Bernardo et Karla Homolka. Entre 1987 et 1990, Paul Bernardo était le violeur de Scarborough. Pendant cette période, il serait impliqué dans les viols et tentatives de viol d'au moins 16 femmes. Puis, en 1990, il a rencontré et épousé Karla Homolka. Les deux seraient impliqués dans le viol et le meurtre d'au moins 3 mineurs, y compris la jeune sœur de Karla, Tammy. Ils ont volé sous le radar pendant 2 ans, ressemblant à n'importe quel couple moyen. Puis Karla s'est retournée contre son mari après un incident domestique. Elle a dit à la police qu'il était le redouté violeur de Scarborough. Elle leur a également dit qu'il l'avait forcé à participer et avait fait des vidéos d'elle avec eux. Après avoir fouillé la maison pendant plus de 2 mois, ils n'ont trouvé qu'une seule cassette de Karla effectuant du sexe oral sur une fille inconsciente, tout comme elle l'avait dit. Finalement, ils ont offert à Karla un accord de plaidoyer, 12 ans pour témoigner contre son mari. Tout le Canada apprendrait cela comme le marché avec le diable. Je veux pas que le monde pense que je suis quelqu'un de dangereux qui vont faire quelque chose à leurs enfants. Les cassettes ont finalement été découvertes 1 an plus tard. Apparemment, Paul avait fait en sorte que son avocat les cache, un atout contre les histoires de sa femme au tribunal. Il n'avait pas tort. Les cassettes montraient clairement que Karla était une participante active dans le viol et l'agression des filles. Dans une cassette particulièrement accablante intitulée « La discussion au coin du feu », Karla et Paul discutaient des détails de ce qu'ils avaient fait à la sœur décédée de Karla la nuit où ils l'avaient tuée. Il y avait même des cassettes d'eux prenant des tours pour violer une fille que Karla avait attirée chez eux. En 2001, les autorités canadiennes ont détruit les cassettes infâmes, mais des transcriptions existent, même si elles n'ont jamais été publiées au public. Audio du cannibale japonais. Le 12 juin 1981, les autorités françaises ont découvert des valises contenant les restes démembrés d'une femme dans un jardin public. Peu de temps après, elles ont arrêté Issei Sagawa. L'étudiant japonais avait attiré sa camarade de classe, René Hartevelt, dans son appartement, l'avait abattu et avait découpé son corps en morceaux. Mais le meurtre de René n'était pas un accident. Dans l'appartement d'Issei, la police a trouvé le reste du corps de Hartevelt dans le réfrigérateur. Un fusil et une cassette audio. La cassette enregistrait les derniers mots de René avant qu'elle ne soit abattue. Il y avait également 39 photos qu'Issei avait prises à chaque étape du découpage de son corps. Mais Issei n'était pas seulement un meurtrier. Il a admis avoir eu des rapports sexuels avec son cadavre et avoir mangé plusieurs parties de son corps, certaines cuites, d'autres crues. Il a même dormi avec ses restes à côté de lui. L'homme de 32 ans était devenu obsédé par la belle Renée et la voulait toute pour lui. Littéralement. Pourtant, Issei s'en est tiré pour ce crime odieux. Il a été détenu pendant 2 ans pendant qu'il décidait s'il était légalement sain d'esprit pour être jugé. Puis, les charges ont été abandonnées et il a été expulsé vers le Japon. Les autorités japonaises ont tenté de le juger pour meurtre,
mais les officiels français ont refusé de remettre les documents nécessaires et il a été autorisé à marcher libre. Issei mènerait une vie libre. Il a été présenté comme une sorte de célébrité macabre, écrivant des romans, décidant des bandes dessinées du meurtre, faisant des apparitions à la télévision et se surnommant le parrain du cannibalisme. Il est resté un homme libre jusqu'à sa mort en 2022. L'audio des derniers mots de René reste avec les autorités françaises et ne verra probablement jamais le jour.